Dans l'ombre brumeuse de Thornbury, un village rongé par la peur et les secrets, une mystérieuse hantise trouble la nuit. Lorsque des disparitions inexpliquées s'enchaînent, seul Sherlock Holmes peut percer le voile de ténèbres qui enveloppe ce lieu maudit. Entre malédictions ancestrales et rivalités familiales, l'enquête révélera bien plus qu'un simple spectre. Il était un peu plus de 10 heures du matin en ce gris et humide jour d'octobre 1893 lorsque je trouvai Sherlock Holmes penché sur une série de journaux qu'il avait étalés en éventail sur le tapis de notre salon de Baker Street. Assis dans son fauteuil fétiche, une tasse de café fumante à portée de main, je l'observais, fasciné par cette habitude qu'il avait de plonger tout entier dans ses recherches, oubliant jusqu'à l'heure du déjeuner. Les cendres de sa pipe parsemaient le journal The Times, mais il ne semblait guère s'en soucier. « Watson, dit-il soudain sans lever les yeux, vous souvenez-vous de l'affaire de Dartmoor et du chien des Baskerville ?» Je tressaillis. Cette enquête avait laissé une empreinte indélébile dans ma mémoire, à mi-chemin entre le cauchemar et la fascination. La lande balayée par les vents, les hurlements nocturnes. Oui, je m'en souvenais parfaitement. Comment l'oublier? Répondis-je. Pourquoi cette question? Holmes tapota du doigt un article froissé du West Country Herald. Parce que je crois que l'on nous appelle à nouveau vers un mystère enveloppé de brume et de superstition. Lisez donc ceci. Il me tendit le journal, ouvert sur une rubrique anodine intitulée Chronique d'un village. L'article, d'un ton manifestement alarmé, décrivait les étranges événements survenus à Thornbury, un petit village du Gloucestershire, disparition inexpliquée de bétail, lumière fantomatique dans le cimetière, murmures dans les bois, et plus inquiétant encore, le suicide d'un jeune garçon, précédé par des nuits de terreur où il affirmait voir la Dame des Brumes. L'auteur de l'article, un pasteur local du nom de Richard Helm, lançait un appel désespéré à l'aide, que quelqu'un de sensé vienne chasser les ombres qui rongent nos âmes. Je levai les yeux vers Holmes, qui déjà préparait ses bagages. « Vous plaisantez, dis-je. Vous comptez répondre à cette lettre comme s'il s'agissait d'un fait criminel avéré? Mon cher Watson, reprit-il en ajustant ses bretelles, il est souvent plus sage de prendre au sérieux la peur des hommes que leur certitude. Et d'après ce que j'ai pu glaner, Thornbury a été autrefois le théâtre d'un événement sinistre, étouffé dans les archives. Une affaire vieille de plus de 100 ans. Je me tus, sentant déjà naître en moi l'étrange exaltation qui accompagnait toujours nos aventures. 2 jours plus tard, nous embarquions dans un train pour le Gloucestershire, sous un ciel bas et menaçant, enveloppé par le crachin automnal. Le trajet jusqu'à Thornbury fut morne. Le paysage, noyé dans une brume constante, offrait un décor fantomatique à mesure que nous approchions de notre destination. À la gare de Bristol, nous fûmes accueillis par un homme d'une 60aine d'années, grand, à la barbe blanche soigneusement taillée, vêtu d'un manteau de tweed austère. Il se présenta comme le révérend Richard Helm. « Messieurs Holmes, Dr Watson. Que Dieu vous bénisse pour être venu. Je crains que vous ne réalisiez pas encore l'ampleur du mal qui s'est abattu sur notre village. » Il nous conduisit dans sa carriole tirée par un chevalet flanqué. Le trajet dura plus d'1 heure à travers une campagne de plus en plus silencieuse. À mesure que nous progressions, le paysage changeait subtilement. Les champs bien tenus faisaient place à des bois denses et impénétrables. Les maisons devenaient rares, comme si la civilisation elle-même hésitait à s'aventurer si loin. Lorsque nous franchîmes enfin la grille rouillée marquant l'entrée de Thornbury, je fus pris d'un étrange malaise. Le village semblait figé dans le temps. Les toits étaient couverts de mousse, les fenêtres voilées, et les rares villageois que nous croisâmes baissaient les yeux, fuyant notre regard. « Ils vous craignent, » expliqua Helm. « Ou plutôt, ils craignent que votre présence ne réveille ceux qui dorment. » Holmes haussa un sourcil mais ne dit mot. Le presbytère où nous fûmes logés était une bâtisse ancienne, aux murs épais et à l'odeur de bois humide. Le pasteur nous installa dans une petite pièce donnant sur le cimetière, où de vieilles pierres tombales s'inclinaient sous le poids du temps. Tout a commencé par des signes, dit-il en versant du thé. Des lumières bleues dans la nuit, des murmures à l'orée de la forêt. Puis des animaux retrouvés vidés de leur sang. Et enfin, Timothy. Il nous montra une photographie en noir et blanc, un jeune garçon, frêle, aux yeux vifs. Il avait 13 ans. Il a sauté du haut du clocher, hurlant que la Dame des Brumes l'appelait. Holmes serra les lèvres, visiblement affecté. « Cette dame, avez-vous entendu parler d'elle auparavant ?» demanda-t-il. « Une vieille légende locale, » répondit le pasteur. « Une femme assassinée lors d'un procès pour sorcellerie au XVIIe siècle. On dit qu'elle revient hanter ceux qui profanent sa tombe.
Mais sa sépulture, personne ne sait où elle se trouve. Holmes se leva et alla observer le cimetière à travers les rideaux. Il nous faut la liste des personnes ayant vu ces phénomènes. Et un plan du village. Vous les aurez demain matin. En attendant, restez à l'intérieur après la tombée de la nuit. La soirée fut étrange. Holmes resta silencieux, griffonnant des notes dans son carnet. Vers minuit, alors que le vent sifflait à travers les tuiles disjointes, un bruit sec nous fit sursauter. Quelqu'un ou quelque chose venait de frapper à la fenêtre. Je me précipitai, mais il n'y avait rien. Rien, sauf une trace humide sur le carreau. Une empreinte de main. Minuscule. Comme celle d'un enfant. Holmes. Il s'approcha, observa longuement, puis murmura. Ce n'était pas un enfant, Watson. Regardez bien. Cette main n'a que 3 doigts. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil troublée par des cauchemars de forêt hantée et de cloches qui sonnaient sans fin, je retrouvai Holmes déjà levé, impeccablement habillé et prêt à partir. Il tenait dans sa main le plan du village que le révérend Helm lui avait remis à l'aube, accompagné d'une liste de noms. Holmes l'étudiait avec la concentration d'un stratège en campagne militaire. Watson, voici ce que nous avons. Les témoignages convergent tous autour de 3 lieux, le vieux cimetière, le bois de Wishelm, et la ferme abandonnée des Caradines, à la lisière sud du village. Il tendit le plan. Des cercles rouges y étaient tracés autour des zones mentionnées. Et les témoins, demandai-je. 4 noms. Une vieille femme, une enfant, un fermier et un ancien policier. Nous commencerons par ce dernier. Un esprit rationnel, espérons-le. Le dit ancien policier s'appelait Harold Finch. Il vivait en retrait du village, dans une maisonnette de pierre au volet clos, entre 2 champs en friche. Lorsqu'il ouvrit la porte, je fus surpris par sa carrure imposante, bien qu'affaibli par l'âge. Une large balafre lui barrait la joue gauche, souvenir probable d'un passé plus agité. « Vous venez pour cette histoire de fantôme » grogna-t-il. « Entrez donc. Mais je vous préviens, Monsieur Holmes, ce que j'ai vu cette nuit-là, je ne l'expliquerai pas. » Son intérieur était modeste, mais soigné. Il nous installa autour d'un feu et servit du thé, ses mains tremblant à peine. C'était il y a 2 semaines. Je montais la garde près du vieux cimetière. Les gamins s'y rassemblaient pour des farces idiotes depuis les rumeurs. Je voulais mettre fin à ça. Vers 2 heures du matin, j'ai vu une lumière, bleue, comme du feu follet, qui flottait au ras du sol. Je l'ai suivi à travers les tombes. Il s'interrompit, le regard vide, puis reprit d'une voix plus basse. Et je l'ai vue. Une silhouette de femme. Grande. Très grande. Son visage était, flou. Comme dans un rêve. Mais ce sont ses yeux que je n'oublierai jamais. 2 trous noirs. Pas vides, non. Plein. Plein de haine. Je notai que Holmes l'observait attentivement, non pas avec scepticisme, mais avec une intense concentration. « Et que s'est-il passé ensuite » demanda-t-il. Je me suis réveillé au sol. On m'avait traîné jusqu'à la lisière du bois. Mes bottes étaient couvertes de boue. Et je n'ai jamais osé retourner là-bas depuis. Holmes remercia poliment, puis nous sortîmes. Il ne parla pas pendant quelques minutes, perdu dans ses pensées. « Vous le croyez » demandai-je. Il dit la vérité, du moins ce qu'il perçoit comme tel. La question n'est pas de croire ou non. C'est de comprendre ce qu'il a réellement vu. Un détail m'intrigue cependant, la boue sur ses bottes. À cette période de l'année, le cimetière est sec. Mais le bois de Wishelm est marécageux. Il a donc été attiré là-bas, consciemment ou non. Nous marchâmes ensuite vers la maison de la vieille femme, mademoiselle Agnès Butterfield. Elle vivait seule dans une chaumière envahie par les chats et les bibelots religieux. Elle nous accueillit avec un sourire édenté et une volubilité surprenante pour ses 87 ans. La dame des brumes ? Oh, je la connais bien, monsieur Holmes. Elle vient me parler certains soirs, quand la lune est haute. Elle me raconte des choses qu'aucune âme vivante ne devrait entendre. Que vous dit-elle, madame ? Demanda Holmes, patient. Qu'elle attend. Qu'elle se languit. Qu'elle veut qu'on la délivre. Elle dit que sa souffrance est un puits sans fond. Holmes nota chaque mot. Je tentais de masquer mon trouble. La voix tremblante de la vieille femme résonnait en moi comme un murmure d'outre-tombe. Vous souvenez-vous d'un nom ? D'une date ? D'un lieu ?
Elle parle d'un puits dans la forêt. Et du nom, Elisabeth. Toujours le même. Nous ressortîmes peu après. Holmes m'arrêta à l'orée du jardin. Un puits. Voilà un motif récurrent. Cela mérite que nous explorions le bois au plus vite. Mais avant cela, rencontrons l'enfant. La petite Émilie Carradine, le même nom que la ferme abandonnée, vivait désormais avec sa tante, depuis la disparition de ses parents dans des circonstances troubles 3 mois auparavant. Elle avait 10 ans, de longs cheveux blonds, et des yeux sombres où brillait une intelligence mélancolique. Elle nous reçut dans le salon silencieux de la maison de sa tante, et répondit à nos questions avec une étrange maturité. Oui, j'ai vu la dame. Elle se tient près du puits, dans la forêt. Elle me regarde et me fait signe. Mais je ne veux pas y aller. Pourquoi pas, demanda Holmes doucement. La fillette se crispa. Parce que ceux qui la suivent ne reviennent pas. L'as-tu vue souvent? Elle hocha la tête. Toujours quand je rêve. Mais parfois, j'entends sa voix quand je suis réveillé aussi. Holmes s'agenouilla pour être à sa hauteur. Émilie, que dis-tu si je vais lui parler à sa place? Elle le regarda avec gravité. Il faudra que vous soyez très courageux, monsieur. Parce qu'elle n'aime pas qu'on lui dise non. Nous étions désormais convaincus que le bois de Wishelm recelait le cœur du mystère. Nous décidâmes de nous y rendre dans l'après-midi, armés de lanternes, de carnets et de revolvers. L'entrée du bois était marquée par 2 arbres tordus, comme 2 sentinelles difformes. Dès que nous y pénétrâmes, le silence s'abattit sur nous, assourdissant. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Le sol était mou, spongieux. Des racines serpentines surgissaient du sol comme des doigts cherchant à nous attraper. Holmes ouvrait la marche, traçant son chemin à la boussole et au flair. Il s'arrêta plusieurs fois pour observer des signes sur les arbres, des entailles anciennes, des symboles gravés grossièrement, et surtout, des cercles de pierre recouverts de mousse. Après une demi-heure de progression, nous tombâmes sur une clairière. En son centre, à moitié dissimulé sous les ronces, se trouvait un puits de pierre, effondré par endroits. Holmes s'accroupit aussitôt et se pencha au-dessus. Il descend très profondément, écoutez. Je me penchai à mon tour. Au fond, à peine audible, montait un bruissement. Comme un souffle ou un sanglot. C'est donc ici qu'elle serait, murmurai-je. Holmes sortit une bobine de corde et une lampe à huile. Nous devons descendre. Je protestai, bien sûr. Mais rien ne pouvait le détourner de son objectif. Nous attachâmes la corde à une racine solide et Holmes descendit le premier, disparaissant lentement dans l'obscurité. Au bout de quelques minutes, sa voix remonta, étouffée. « Descendez, Watson. » Mais prudemment. Je le rejoignis, le cœur battant. Le puits s'élargissait à mi-chemin, révélant un tunnel naturel creusé dans la roche. L'air y était glacial. Nous progressâmes à la lueur des lampes, jusqu'à atteindre une petite chambre souterraine. Sur les murs, des gravures. Des croix, des mots en latin, et surtout, un nom répété plusieurs fois, Elizabeth Ward. Au centre de la pièce, un autel de pierre, recouvert d'un tissu noirci. Et posé dessus, une poupée ancienne, aux yeux cousus. Holmes la prit avec précaution. Une inscription était cousue sur sa robe. Elle attend dans la brume. Libérez-la ou souffrez. Il me regarda, grave. Ce n'est pas une simple légende, Watson. C'est un avertissement. Et peut-être, une promesse. Le retour à la surface fut silencieux. Le puits, désormais bien plus qu'un simple vestige oublié, semblait nous avoir confié un secret inavouable. Holmes garda la poupée dans une boîte qu'il scella avec du tissu et de la ficelle, comme s'il manipulait un objet contaminé. Le vent s'était levé, faisant gémir les arbres, et les premières gouttes de pluie tombèrent au moment où nous quittions le bois de Wishelm. De retour au presbytère, le révérend Helm nous attendait, inquiet. Holmes lui montra la poupée, le nom, l'inscription. « Elizabeth Ward, avez-vous déjà entendu ce nom ?» demanda-t-il. Le révérend pâlit. « Ce nom, oui. Mais il n'est jamais prononcé à voix haute ici. Une femme condamnée pour sorcellerie en 1624. On disait qu'elle parlait aux morts, qu'elle ensorcelait les récoltes, qu'elle séduisait les hommes dans leurs rêves. »« Condamnée par qui ?» demanda Holmes. Elle me chercha dans une étagère couverte de vieux volumes, et en sortit un registre paroissial. Il souffla la poussière et l'ouvrit à une page annotée,
acte du tribunal ecclésiastique de Thornbury, 1624. C'est ici. Écoutez. Elizabeth Ward, veuve, accusée de maléfice, de conspiration avec les forces infernales, et de corruption des enfants du village. Après aveux arrachés sous contrainte, elle fut condamnée à être scellée vivante dans le puits du bois de Wishelm, afin que son âme soit étouffée par la terre et la pierre. Que Dieu ait pitié de son âme. Je crus sentir la pièce se refroidir brusquement. Se sceller elle-même dans le puits, dis-je, horrifié. Non, Watson, répondit Holmes. Ils l'ont exécutée là-bas. C'est pour cela qu'elle hante ce lieu. Elle me déglutit. Il y a quelque chose d'encore plus troublant. Le juge qui prononça la sentence s'appelait Henry Carradine. Le même nom que la ferme abandonnée et que la petite Emily, dis-je. Holmes hocha la tête. Il semblerait que les descendants du juge soient ceux qui paient aujourd'hui la dette du passé. Les malédictions ne sont peut-être que des chaînes transgénérationnelles, après tout. Holmes exigea alors un accès aux archives locales, persuadé que d'autres indices y dormaient encore. Elle nous accompagna jusqu'à l'ancien presbytère du XVe siècle, dont la crypte servait désormais de salle d'archives. L'endroit était glacial, éclairé par des lanternes suspendues aux poutres. Des centaines de volumes s'entassaient sur des étagères branlantes. Pendant des heures, nous fouillâmes. Holmes trouva une série de lettres datées de 1623, écrites par Elizabeth Ward à une certaine Margaret Klein. Le ton y était pieux, triste. Il n'y avait aucune trace de sorcellerie. Juste les paroles d'une femme isolée, veuve, accusée à tort par des voisins envieux. Écoutez ceci, dit Holmes, lisant à haute voix. Je n'ai plus la force de me défendre. Ils veulent ma mort, et rien de ce que je dis ne les convaincra du contraire. Le juge Carradine me regarde comme on regarde une bête. J'ai peur, Margaret. Peur pour mon âme. Ils disent que je ne reverrai jamais la lumière. Je serrai les poings. C'est un meurtre. Déguisé en justice. Un meurtre qui revient aujourd'hui hanter ses héritiers. Holmes continua de fouiller et tomba sur un vieux journal intime, couvert de cuir noirci. Il appartenait à Henry Carradine lui-même. La dernière entrée, datée du 3 décembre 1624, quelques jours après l'exécution, attira notre attention. Elle m'apparaît. Chaque nuit. Elle ne parle pas, mais son regard me perce. J'entends des sanglots sous le sol, même dans la lumière du jour. Je sais que nous avons fait une erreur. Mais il est trop tard. Ils disent qu'elle est morte, mais je le sens, elle attend. Et un jour, elle se relèvera. Holmes referma le journal. Voilà la source. Ce juge était rongé par la culpabilité. Il a consigné sa terreur dans ce livre. Et je crois que la malédiction est née dans ces pages. Une terreur devenue contagieuse. Et pourtant, répondis-je, elle agit bel et bien. Des gens meurent, Holmes. Ce n'est pas que psychologique. Il acquiesça. Vous avez raison, Watson. Il y a une volonté derrière ces événements. Et si elle n'est pas surnaturelle, alors quelqu'un utilise cette histoire pour provoquer peur, chaos et mort. Nous sortîmes de la crypte alors que le jour déclinait. Sur le chemin du retour, nous passâmes devant la vieille ferme des Carradine, abandonnée depuis la mystérieuse disparition des parents d'Emily. Holmes s'arrêta net. Nous devons visiter cet endroit. Maintenant. Il força la porte à l'aide de son canépé, et nous entrâmes dans un hall poussiéreux, aux meubles renversés. Tout semblait figé dans une fuite précipitée, assiettes sales sur la table, linge mouillé suspendu à un fil. Nous fouillâmes les lieux méthodiquement. Dans la chambre principale, Holmes trouva sous un plancher disjoint une boîte en fer. Elle contenait plusieurs objets, un crucifix brisé, un mouchoir brodé du nom Clara Carradine, une lettre inachevée, et un petit carnet de cuir. Holmes ouvrit le carnet et lut à voix haute. Ils ont recommencé. Chaque nuit, la même silhouette au bord du champ. Elle ne bouge pas. Elle me regarde. Clara dit que ce n'est qu'un rêve, mais je sais qu'elle est là. Elle veut qu'on la trouve. Ou qu'on paie. Je ne sais plus. Une autre page, griffonnée à la hâte. Emily dit qu'elle a parlé avec elle. Que la dame pleure dans le puits. Pourquoi est-ce toujours notre famille? Que nous veut-elle? Holmes referma le carnet lentement. Nous avons affaire à un cas d'héritage spectral, Watson. La peur a été transmise comme une malédiction de sang.
Mais il y a une main contemporaine derrière cela. Quelqu'un alimente ces manifestations. Vous pensez qu'il y a un criminel, ici, Holmes? J'en suis persuadé. Et je crois que ce criminel exploite la légende pour masquer ses propres actes. Disparition, mort suspecte, hallucination, toutes ces choses peuvent être induites. Par des drogues. Par l'hypnose. Par la peur elle-même. Cette nuit-là, Holmes insista pour monter la garde dans le bois de Wishelm. Nous retournâmes dans la clairière du puits, cachés derrière un fourré épais. La lune était haute, filtrant à peine à travers les branches tordues. Vers 2 heures du matin, des bruits de pas nous alertèrent. Nous vîmes une silhouette s'approcher du puits, une jeune femme, vêtue d'un manteau sombre. Elle s'agenouilla devant le puits, sortit un objet brillant et le laissa tomber dans l'ouverture. Holmes se leva d'un bond. « Halte là !» cria-t-il. La femme sursauta, tenta de fuir, mais Holmes fut plus rapide. Il la rattrapa, la saisit par le bras. À la lumière de sa lanterne, son visage nous apparut, c'était Sarah Helm, la fille du pasteur. Sarah Helm était figée sous la lueur de la lanterne, les yeux agrandis par la panique. Elle avait tenté de se libérer de l'étreinte de Holmes, mais il tenait bon. « Lâchez-moi. Vous ne comprenez pas. » « Alors expliquez, mademoiselle, dit Holmes froidement. Vous rôdez autour d'un puits maudit à 2 heures du matin et vous y jetez un objet brillant. Croyez-vous que cela échappe à notre curiosité? Je m'approchai, reconnaissant la jeune femme que nous avions brièvement aperçue au presbytère. Sa ressemblance avec son père était frappante, mais son regard portait une détresse bien plus profonde. Holmes la relâcha prudemment. « Que jetiez-vous dans ce puits ?» Elle hésita, puis finit par murmurer, « Une bague. » Holmes haussa un sourcil. « Puis-je savoir pourquoi ?» Sarah baissa les yeux, la voix tremblante, « Parce que, elle me l'a demandé. » Un long silence suivit. Holmes la fixait, mais sans la brusquer. « Qui est-elle » Sarah tourna lentement la tête vers le puits, comme si quelque chose en émergeait dans son esprit. « La dame. Elizabeth Ward. Elle me parle dans mes rêves. Depuis des mois. Au début, c'était juste des murmures, mais ensuite, elle m'a demandé de l'aider. Elle veut qu'on la libère. Elle dit qu'elle a été injustement condamnée. » Holmes se pencha, le ton plus doux. « Et vous la croyez ?» Elle acquiesça. « Je l'ai senti, monsieur Holmes. Ce n'est pas un simple esprit. C'est une douleur qui s'accroche. Et elle m'a dit, que tant que son nom serait effacé, elle tourmenterait ceux qui descendent de ceux qui l'ont tué. Et la bague? C'était celle de ma grand-mère. La dame m'a dit qu'il fallait un objet d'amour. Un lien de vie. Pour contrebalancer ce lieu de mort. Elle a dit que le puits boirait les souvenirs, et que cela l'apaiserait. » Holmes resta pensif, puis me prit à part. « Watson, qu'elle soit victime d'hallucinations ou non, cela change peu de choses. Le fait est que quelqu'un ou quelque chose a implanté cette croyance dans son esprit. Et il faut comprendre qui en profite. » De retour au presbytère, nous confrontâmes le révérend Helm. Il s'effondra dans son fauteuil, les mains tremblantes. Je savais qu'elle était agitée, qu'elle rêvait de cette femme, mais je pensais que ce n'était que de l'imagination. Je ne pouvais imaginer qu'elle allait jusque-là. « Votre fille souffre. Peut-être manipulée. Peut-être ciblée. Mais dans tous les cas, cette histoire l'a affectée profondément. » Holmes scruta le révérend avec intensité. « Avez-vous, vous aussi, rêvé d'Elizabeth Ward ?» Le silence fut long. Puis, lentement, elle m'acquiesça. « Oui. Elle me regarde depuis la chaire, pendant mes sermons. Elle pleure, et je sens une colère immense en elle. Je croyais que c'était le poids de la légende, mais peut-être est-elle vraiment là. » Holmes soupira, se redressa. « Nous avons besoin d'un lieu calme pour réfléchir, Watson. Et d'un nouveau point de vue. » Le lendemain matin, nous nous installâmes dans la vieille bibliothèque municipale de Thornbury. Holmes disposa sur une table tout ce que nous avions rassemblé, les journaux, les lettres, les objets du puits, les archives de la ferme Carradine. Il me demanda de faire une carte mentale des événements récents. Ensemble, nous les classâmes. Apparition dans le cimetière, le bois et autour de la ferme. Cible principale, la famille Carradine. Témoins, enfants, vieillards, anciens policiers, tous influençables ou isolés. Point commun,
Hallucinations auditives, rêves récurrents, terreur nocturne. Puis Holmes griffonna une question au centre d'un papier. À qui profite la peur? Il m'observa. Qui a intérêt à ce que le village entier vive dans la terreur? Qui tire bénéfice d'une légende vivante? Je réfléchis. Quelqu'un qui veut éloigner les gens du bois, ou les pousser à y aller. Un manipulateur. Un assassin qui se cache derrière une légende. Holmes sourit. Exactement. Et rappelez-vous cette maxime, Watson, la peur rend les gens malléables. On peut leur faire presque n'importe quoi. Dans l'après-midi, nous rendîmes visite à une femme que Holmes avait remarquée sur le registre des anciennes familles du village, Marjorie Amfort, une descendante des Klein, la correspondante d'Elizabeth Ward. Elle nous reçut dans un manoir délabré en périphérie. La femme, âgée d'une 60aine d'années, était d'une politesse exquise, mais l'ombre de secret semblait flotter autour d'elle comme un parfum ancien. « Vous voulez parler d'Elizabeth Ward » dit-elle en versant le thé. C'était une martyre. Et ma famille l'a toujours su. Margaret Klein, ma bisaïeule, l'a soutenue jusqu'au bout. Mais cela lui a coûté cher. Elle a été chassée de Thornbury peu après. Connaissez-vous d'autres détails? Elle hocha la tête. Ma mère m'a raconté qu'un pacte avait été fait. Pas avec le diable, non, mais entre femmes. Une promesse que la mémoire d'Elizabeth serait conservée. Et qu'un jour, la vérité serait rétablie. Par quel moyen? Demanda Holmes. Elle hésita, puis se leva, ouvrit un tiroir secret dans un meuble et nous apporta une boîte en bois noir. Elle l'ouvrit devant nous. À l'intérieur, un manuscrit ancien, à moitié effacé. Ceci est le journal caché de Margaret Klein. Elle y parle d'un enfant qu'Elizabeth aurait eu en secret. Un garçon. Elle l'aurait confié à Margaret avant d'être arrêtée. Si c'est vrai, alors, la lignée d'Elizabeth n'est pas éteinte. Holmes se leva lentement. Et si ce descendant était aujourd'hui vivant, et cherchait vengeance, ou justice? Cette révélation changeait tout. Si Elizabeth Ward avait eu un enfant, et que sa descendance perdurait, alors la légende n'était plus seulement une malédiction, elle devenait une quête. Une réparation. Holmes se replongea dans les archives et fit bientôt une découverte cruciale. Le registre de 1625 mentionnait un enfant trouvé, recueilli par une famille du nom de Northwick. Le bébé n'avait pas de nom, juste la notation, remis par une femme anonyme, demandant qu'il soit élevé loin du mal. Holmes suivit cette piste dans les générations suivantes. Les Northwick s'étaient mêlés à d'autres familles, jusqu'à une union notable, en 1812, avec une lointaine descendante des Carradine. Watson, vous voyez ce que cela signifie? La descendance d'Elizabeth et celle du juge Carradine se sont unies. L'histoire s'est refermée sur elle-même. Je soufflai, stupéfait. Alors la malédiction n'a plus lieu d'être? Pas nécessairement. Car si l'un des descendants a pris conscience de cette histoire, il pourrait très bien se croire investi d'une mission. La nuit tomba sur Thornbury, mais Holmes n'en avait pas fini. Il me fit signe de préparer nos affaires, nous retournions au bois de Wishelm. Non plus pour guetter un fantôme, mais pour y attendre un vivant. À la lueur des étoiles, nous prîmes place à nouveau près du puits. Holmes avait tendu un fil de cloche discret autour du périmètre. Il savait que quelqu'un reviendrait. Et il avait deviné qui. Vers minuit, un tintement discret rompit le silence. Une silhouette approchait. Holmes me fit signe de rester caché. Puis il se leva lentement, bras croisés, et attendit. La silhouette s'arrêta net. Puis s'avança. C'était un homme d'une quarantaine d'années, vêtu sobrement, tenant une lanterne. Il portait des gants. Ses traits étaient nets, intelligents. Il n'avait pas l'air d'un criminel, mais d'un érudit. « Bonsoir, monsieur Northwick, » dit Holmes calmement. « Ou devrais-je dire, monsieur Carradine ?» L'homme resta figé. Il cligna des yeux à la mention de son nom, puis s'avança d'un pas, la lanterne tremblant légèrement dans sa main. « Je ne m'appelle pas Carradine. » Holmes, imperturbable, répliqua. « Peut-être pas officiellement. Mais votre ascendance ne fait guère de doute. Vous êtes le fruit d'un croisement ancien entre deux lignées ennemies, celle du juge William Carradine et celle d'Elizabeth Ward. Vous êtes l'aboutissement d'un cercle tragique. » L'homme inspira profondément. Il avait l'air fatigué, comme si ce moment d'exposition était attendu depuis longtemps. « Vous avez fouillé les archives. Vous savez.
Je sais que vous vous appelez Elias Northwick. Archiviste de la bibliothèque de Thornbury depuis 12 ans. Amateur d'ésotérisme. Collectionneur de documents anciens, dont certains ont disparu récemment. Je m'avançais à mon tour, le cœur battant. Vous êtes celui qui murmure à Sarah Helm dans ses rêves, n'est-ce pas? Elias détourna les yeux, honteux. Je ne voulais pas lui faire de mal. Elle est sensible, réceptive. Je l'ai simplement aidé à entendre ce qui est déjà là. Elisabeth parle. Il fallait juste qu'on l'écoute. Holmes s'approcha lentement. Mais vous avez dépassé les limites. Des apparitions, des voix, des manipulations. Une terreur savamment orchestrée dans tout le village. Pourquoi? Elias leva les yeux vers nous, brillant d'une intensité presque douloureuse. Parce que personne n'écoutait. Parce qu'on m'a ri au nez quand j'ai présenté les preuves de son innocence. Parce qu'Elisabeth Ward a été brûlée vive pour un crime qu'elle n'a pas commis. Et parce que je porte dans mes veines les deux lignées, celle de la victime et celle du bourreau. Il se pencha vers le puits, caressa la pierre moussue. J'ai voulu que la vérité émerge du puits où on l'a jetée. L'histoire ne sera pas réparée par l'oubli, mais par la mémoire. La douleur est un outil. Elle attire l'attention. Holmes resta silencieux un moment, contemplant l'homme, ni monstre ni héros, mais un être pris dans l'étau de son propre héritage. Vous avez réveillé quelque chose, Elias. Quelque chose que vous ne pouvez plus contrôler. Le village est au bord de la panique. Et une jeune fille, Sarah Helm, pourrait perdre l'esprit. Elias eut un frisson. Je n'ai jamais voulu ça. J'ai seulement suivi les indices laissés par Margaret Klein. Le journal parlait d'un rituel. Une restitution symbolique. L'objet d'amour jeté dans le puits pour apaiser l'âme. Je demandais, plus sévèrement. Et les autres? Les bruits, les ombres, les silhouettes dans la brume. Elias avoua, une mise en scène. Des lanternes suspendues. Des enregistrements déclenchés par des mécanismes à retardement. Et, parfois, moi-même, vêtu comme elle, apparaissant dans la brume. Je serrais les poings. Tout cela n'était donc qu'un vaste théâtre de l'effroi. Holmes posa la main sur son épaule. Vous avez semé la peur dans des cœurs innocents. Mais vous avez aussi mis à jour un PAN d'histoire que beaucoup préféraient ignorer. Votre démarche n'est pas sans valeur, mais vos méthodes ont failli coûter des vies. Elias baissa la tête. Que comptez-vous faire? Holmes tourna les yeux vers la lune, haute et froide. D'abord, comprendre si cette histoire peut être rachetée. Ensuite, décider si la justice d'hier peut encore guérir les blessures d'aujourd'hui. Le lendemain, Holmes convoqua une réunion discrète dans la petite salle communale de Thornbury. Seuls quelques habitants triés sur le volet furent invités, le révérend Helm, Marjorie Enfort, l'agent Sowerby, et, contre toute attente, Sarah. Holmes s'adressa à eux avec gravité. Mes amis, l'histoire d'Elisabeth Ward n'est pas une légende. C'est une injustice. Elle fut condamnée par un homme, William Carradine, que l'orgueil et la peur ont aveuglé. Pourtant, elle avait laissé derrière elle un enfant. Cet enfant a grandi. Sa descendance s'est mêlée à celle du juge. La boucle est bouclée. Il fit signe à Elias d'avancer. Ce dernier, pâle et digne, leva les yeux vers l'assemblée. Je suis le fruit de cette union. Et j'ai voulu que vous compreniez la douleur d'Elisabeth. Peut-être ai-je agi mal. Mais je vous en supplie, reconnaissez-la. Dites à haute voix que vous savez désormais qu'elle n'était pas une sorcière. Mais une femme trahie. Marjorie Enfort se leva la première. Elle tenait le journal de Margaret Klein entre ses mains. La voix vibrante d'émotion, elle lut un passage où Elisabeth confiait son enfant en secret. Le révérend Helm joignit les mains, les larmes aux yeux. Puisse Dieu lui accorder enfin le repos. Et que le village de Thornbury cesse de la maudire. Sarah s'approcha d'Elias, et à notre grande surprise, lui tendit la bague qu'elle avait jetée dans le puits. Elle l'avait récupérée, après une nuit de doute. Prenez-la. Elle symbolise l'amour. Et je crois, que vous l'aimez, vous aussi, cette femme. Même à travers le temps. Dans les jours qui suivirent, le climat changea. Holmes proposa une action symbolique, ériger une stèle en l'honneur d'Elisabeth Ward, dans le cimetière, à côté du puits. Elle porterait une simple inscription. À Elisabeth Ward, injustement condamnée. Qu'elle repose désormais en paix.
Le conseil du village accepta. Et lors d'une cérémonie sobre mais émouvante, une trentaine d'habitants assistèrent à l'inauguration. Le révérend Helm lut un psaume. Marjorie en fort déposa une rose. Sarah, les yeux fermés, murmura quelques mots à l'oreille du vent. Holmes, debout en retrait, observa longuement la scène. Il m'adressa alors ces mots. Les fantômes, Watson, ne sont pas faits de chair ou de brume. Ils naissent de nos silences, de nos lâchetés. Et ils ne disparaissent que lorsque nous osons les nommer. Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. 3 jours après la cérémonie, un incendie ravagea la grange des Carradine. L'origine du feu? Criminel. Dans les décombres, on retrouva un message gravé sur une pierre calcinée. Le sang appelle le sang. Holmes fut alerté au petit matin. Il observa les lieux sans mot dire, les yeux plissés. Puis il se tourna vers moi. Ce n'est pas terminé. Un autre joueur est entré dans la partie. Quelqu'un d'autre manipule la légende, et il ou elle n'a pas l'intention de se contenter d'une stèle commémorative. Je frémis. Mais qui? Holmes soupira. C'est ce que nous devons découvrir. Le feu à la grange des Carradine marquait un tournant sinistre. L'hommage à Elizabeth Ward n'avait donc pas suffi à apaiser les rancunes. Pire encore, il semblait avoir réveillé une volonté de vengeance plus radicale, plus dangereuse. Holmes inspecta les lieux avec une intensité presque fébrile. La grange était totalement détruite. Des cendres noires fumaient encore dans le petit matin blême. Une odeur âcre saturait l'air, et autour de nous, les voisins rassemblés murmuraient des spéculations anxieuses. « Regardez ça, Watson », dit Holmes en se penchant sur une poutre calcinée. « Voyez la netteté de cette découpe. C'est un allumage volontaire. » Il désigna une fiole brisée, à moitié fondue, qu'il retira à l'aide d'un mouchoir. Du naphta. Inflammable, mais rare. Ce n'est pas un acte impulsif, quelqu'un a planifié l'incendie. Je fronçai les sourcils. Pourquoi maintenant? La mémoire d'Elizabeth a été reconnue. Elias a été entendu. Le village semble vouloir tourner la page. Holmes tapota la pierre où le message avait été gravé, le sang appelle le sang. Justement, Watson. Cela nous indique que quelqu'un veut rouvrir la plaie. Peut-être une autre branche de l'histoire. Une lignée oubliée, ou un acteur que nous n'avons pas encore identifié. Holmes interrogea immédiatement Elias Northwick, encore secoué par la nouvelle. J'ai été chez moi toute la nuit, monsieur Holmes. Je n'ai rien à voir avec ça. Je suis venu en paix. Je vous le jure. Holmes le crut. Moi aussi. Il contacta ensuite Marjorie en fort. Ma famille n'a rien à gagner de la haine. Nous avons vécu dans la honte, nous ne voulons pas en devenir esclaves. Puis il fit appeler Sarah Helm. Elle arriva accompagnée de son père, plus méfiant que jamais. Depuis la cérémonie, je fais des cauchemars, dit-elle. Mais ce ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus la dame. C'est autre chose. Quelqu'un me fixe dans l'ombre. Quelqu'un d'humain. Holmes l'écouta avec une intensité rare. Décrivez-le. Sarah frissonna. Grand. Une silhouette sombre. Il porte un masque en cuir, comme ceux qu'on utilise pour l'équitation. Mais, avec des coutures étranges. Et ses yeux brillent. Vous l'avez vu en rêve? Elle hocha la tête. D'abord. Mais cette nuit, je l'ai vu à ma fenêtre. Le révérend Helm bondit. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que je pensais devenir folle. Holmes nous entraîna aussitôt au presbytère. Il inspecta les alentours de la chambre de Sarah. Des traces de pas dans la boue, près de la haie. Et sur le rebord de la fenêtre, une fibre sombre, grossière, arrachée d'un tissu épais. Il la ramassa délicatement. Du cuir. Usé. Ancien. Nous retournâmes ensuite à la bibliothèque. Holmes fouilla les registres locaux, cette fois à la recherche de noms rarement évoqués, les excommuniés, les bannis, les oubliés. Il s'arrêta net sur un nom, noté à l'encre rouge, presque effacé, Josiah Carradine. Qui est-ce? demandai-je. Holmes tapota la page. Le petit-fils du juge William Carradine. Selon ce document, il aurait été accusé de cruauté, d'avoir profané des tombes, d'avoir torturé des animaux. Finalement banni de Thornbury en 1819.
Son nom fut rayé des archives, comme une tentative d'effacement de la honte. Il chercha une trace ultérieure, et trouva un mariage. Josiah avait quitté Thornbury pour s'établir à Lower Amesbury, un hameau isolé à 15 km. Il avait changé de nom, Josiah Grimshaw. C'est là que ça devient intéressant. Une lignée s'est développée à partir de lui, dans l'ombre, loin de Thornbury. Je compris ce que Holmes envisageait. Vous croyez que les descendants de Josiah sont de retour, pour achever une vengeance commencée il y a 2 siècles? Holmes hocha la tête. Et qu'ils estiment que la réhabilitation d'Elizabeth est une trahison du sang. Nous nous rendîmes à Lower Amesbury, un hameau noyé dans les collines, à la végétation touffue, au toit de chaume envahi de mousse. Les habitants nous regardèrent comme des étrangers venus briser un silence ancestral. Après quelques recherches, nous trouvâmes la dernière adresse connue d'un certain Matthew Grimshaw, tisserand et homme discret. La bâtisse, isolée à flanc de colline, ressemblait à un repère de chasseurs. Lorsque nous toquâmes à la porte, aucun son ne répondit. Holmes fit le tour de la maison et découvrit une porte de cave entr'ouverte. Il s'y glissa lentement. Je le suivis, le cœur battant. L'intérieur était un capharnaüm, rouleaux de cuir, ciseaux, masques suspendus à des clous, dont un en particulier, cousu de fil noir, aux orbites creusées, ressemblant exactement à celui décrit par Sarah. Et au fond, sur une table, un carnet. Holmes le feuilleta. Des mots rageurs remplissaient les pages. Ils ont sali notre nom. Ils ont oublié Josiah. Ils pardonnent la sorcière, mais ils nous effacent. C'est à nous, désormais, de rappeler que le sang se paie. Voilà notre homme, murmura Holmes. Matthew Grimshaw. Un héritier du mal. Mais il n'était plus là. Nous apprîmes par un voisin qu'il était parti la veille au soir pour Thornbury, sans donner de raison. Holmes comprit immédiatement. Il est revenu pour frapper. Pas par le feu cette fois. Mais par la chair. Il fit atteler un fiacre de fortune, et nous regagnâmes Thornbury en hâte, juste avant la tombée de la nuit. Notre premier arrêt, le presbytère. Sarah était là, heureusement, mais terrifiée. Elle nous dit avoir entendu des pas sous sa fenêtre. Nous demandâmes à l'agent Sowerby de veiller sur elle pendant la nuit, et Holmes, quant à lui, prit la décision la plus audacieuse, tendre un piège au cœur du cimetière, près de la stèle d'Elizabeth Ward. Il était convaincu que Matthew viendrait là. Que le symbole de la réhabilitation était une provocation insupportable pour lui. À minuit, nous étions tapis derrière les pierres funéraires. La lune éclairait faiblement le chemin de gravier. Le vent dansait entre les cyprès. Puis nous l'entendîmes, un bruit de pas. Matthew Grimshaw avançait lentement, tenant une torche. Il était vêtu de noir, le masque sur le visage. Sa démarche était raide, déterminée. Il s'approcha de la stèle, y déposa une fiole d'huile, et s'apprêtait à l'enflammer lorsqu'Holmes bondit. Arrêtez. Grimshaw recula, surpris, mais pas effrayé. Il leva sa torche. Vous n'avez rien compris. Ils ont pardonné une menteuse. Une manipulatrice. Et ils ont oublié les justes. Vous avez oublié que vous êtes un homme, Grimshaw. Pas un spectre. Pas un juge. Mais Matthew était déjà dans un autre monde. Mon arrière-grand-père Josiah a tout perdu. Chassé, honni. Et moi, je suis né dans les ombres. On nous a volé notre nom, notre histoire. Alors je l'ai repris. Avec le feu. Holmes fit un signe, et 2 policiers surgirent des buissons, menottant l'homme à terre malgré sa résistance. Il se débattait encore en criant. Vous pouvez m'arrêter. Mais d'autres viendront. Le sang ne se lave pas avec des fleurs. Une fois l'homme sous bonne garde, Holmes se tourna vers moi. La fatigue pesait sur son visage. La haine, Watson, a besoin d'un masque pour survivre. Hier, c'était celui d'une sorcière. Aujourd'hui, celui d'un justicier. Mais au fond, c'est toujours la même bête, la peur de l'oubli, la peur d'être faible. Je hochai la tête. Et maintenant? Holmes regarda la stèle. Maintenant, le village peut guérir. Mais seulement s'il accepte que la vérité est faite d'ombre et de lumière. Et qu'il faut parfois regarder les monstres en face pour mieux les désarmer. La capture de Matthew Grimshaw apaisa temporairement Thornbury, mais l'atmosphère restait lourde, chargée d'une tension sourde. Les habitants, bien que soulagés,
gardaient une méfiance prudente envers les ombres qui planaient encore sur leur village. Holmes et moi restâmes quelques jours de plus pour surveiller la situation et approfondir l'enquête. Une fois les procédures entamées, Holmes s'attacha à reconstituer la vie et les motivations profondes de Matthew, dans l'espoir de comprendre ce qui pouvait encore déclencher cette haine latente. Le jour suivant, Holmes se rendit à la bibliothèque de Thornbury, où Elias Northwick avait accepté de collaborer pour éclaircir certains mystères liés aux documents anciens. « Je suis prêt à vous aider », avait déclaré Elias, mais sous certaines conditions. « Je veux que le village sache toute la vérité, même si elle est dure à entendre. » Holmes acquiesça. La vérité est la meilleure arme contre les fantômes. Elias ouvrit un vieux coffre en chêne qu'il gardait sous clé dans la bibliothèque. À l'intérieur, des parchemins, des lettres jaunies et des photographies poussiéreuses. « Voici ce que j'ai trouvé », expliqua-t-il en sortant une lettre écrite à la main, datée de 1830. Cette lettre est signée par Josiah Carradine lui-même. Il y exprime son désespoir et sa colère face à son bannissement, mais aussi sa volonté de laver son honneur d'une manière qui n'a jamais été révélée. Holmes prit la lettre, la lut attentivement, puis marmonna. Josiah était un homme tourmenté, certes, mais il mentionne un secret, un rituel oublié censé briser la malédiction qui pesait sur sa famille. Curieux, Holmes continua de fouiller les archives. Parmi les documents, il découvrit un carnet de bord, rédigé par un certain prêtre local de l'époque, qui relatait des événements étranges survenus dans le village après la condamnation d'Elizabeth Ward. Le carnet faisait référence à des disparitions mystérieuses, des bruits nocturnes, et à une pierre énigmatique placée dans le puits. Holmes fronça les sourcils. Cette pierre pourrait être la clé, Watson. Le soir même, nous retournâmes près du puits. La stèle d'Elizabeth brillait sous la lune, immobile et solennelle. Holmes scruta la pierre du puits, caressa la mousse qui la recouvrait, puis toucha une inscription presque effacée. Voici ce que les villageois n'ont jamais vu, un symbole ancien, lié au rite de protection. Je pris une lampe pour mieux éclairer l'inscription, un cercle entouré de runes, gravé profondément. Cela pourrait signifier que quelqu'un a essayé de protéger le village, ou au moins le puits, contre une force malveillante. Le lendemain, Holmes décida d'interroger Marjorie Amphore à nouveau. Elle nous conduisit chez elle, dans sa cuisine remplie d'objets anciens. « Ma famille a toujours gardé des secrets », confia-t-elle. Des récits transmis de génération en génération. Elle sortit une vieille boîte en bois, qu'elle ouvrit lentement. « Voici un talisman que ma grand-mère portait. Il aurait été fabriqué pour éloigner le mal, spécialement dans notre village. » Holmes prit le talisman, un pendentif en forme de croix celtique, gravé de symboles mystérieux. « Intéressant », murmura-t-il. Cela confirme l'importance des croyances anciennes dans la région. En examinant le talisman, Holmes trouva une petite inscription à peine visible. « À celui qui protégera la vérité. » Le mystère s'épaississait. Alors que la nuit tombait, Holmes, Sarah et moi décidâmes de monter la garde près du puits. La lune était haute, et un vent frais faisait bruisser les feuilles. Soudain, un bruissement. Une silhouette apparut, furtive, vêtue d'un manteau sombre. Holmes fit signe au groupe de rester immobile. La silhouette s'approcha du puits, posa quelque chose sur la pierre gravée. Sarah reconnut aussitôt, une petite boîte en bois, similaire à celle de Marjorie. L'inconnu murmura une phrase inaudible avant de disparaître dans la brume. Le lendemain, nous ouvrîmes la boîte. À l'intérieur, un vieux parchemin, recouvert d'un texte ancien et presque illisible. Holmes examina les inscriptions. « C'est un fragment du rituel de Josiah », dit-il avec excitation. « Il s'agit d'un appel à la paix, un rite pour apaiser les esprits tourmentés. » Le puzzle commençait à se reconstituer. Les pierres de Thornbury n'étaient pas seulement des témoins du passé, mais aussi des gardiennes d'un secret qui avait traversé les siècles. Holmes déclara. « Il est temps de rassembler les villageois. Nous devons leur montrer que le vrai fantôme est la peur elle-même. » Holmes organisa une assemblée dans la grande salle communale du village. Le soir venu, presque tous les habitants étaient présents, visages tendus, regards mêlant crainte et curiosité. Holmes prit la parole avec son habituel ton calme mais déterminé. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, ce village est hanté, non pas par des fantômes venus d'outre-tombe, mais par le poids de l'oubli et de la haine que nous avons laissé s'installer entre nous. » Un murmure parcourut l'assemblée. Il y a 2 siècles, une tragédie a divisé Thornbury. Certains ont choisi d'effacer cette histoire, d'autres de la raviver par le feu et la vengeance.
Aujourd'hui, je vous apporte la vérité cachée. Il expliqua alors le passé de Josiah Carradine, son bannissement, et le rituel oublié censé apaiser les esprits. Ce rituel a été interrompu, précisa Holmes, ce qui a engendré une haine qui s'est transmise de génération en génération. Marjorie Enfort prit la parole à son tour. Ma famille a porté le poids de ce secret, mais il est temps de le partager pour que nous puissions guérir ensemble. Sarah Helm, encore tremblante, s'avança aussi. Je sais maintenant que ce que j'ai vu n'était pas une apparition maléfique, mais le reflet d'une douleur ancienne qui demande à être entendue. Holmes invita alors Elias Northwick à dévoiler un objet symbolique, le talisman que sa famille avait conservé. Ce pendentif, dit Elias, a été transmis pour protéger Thornbury du mal. Il symbolise notre volonté collective de ne plus vivre dans la peur. Holmes tendit la main. Nous devons maintenant accomplir le rituel inachevé. Ensemble. Le lendemain, au crépuscule, le village entier se rassembla autour du puits, désormais nettoyé et débarrassé des mauvaises herbes. Des bougies furent allumées, des chants anciens résonnèrent, mêlant langues oubliées et prières sincères. Holmes guida la cérémonie, récitant les incantations du parchemin retrouvé. Le vent sembla se calmer, la nuit devint douce. À la fin du rituel, une présence apaisante sembla envahir Thornbury. La peur et la haine perdirent de leur emprise. Sarah sourit. Je sens que la dame n'est plus un spectre de peur, mais un souvenir de pardon. Holmes posa une main rassurante sur son épaule. Ce village a affronté ses fantômes, Watson. Non pas ceux de la mort, mais ceux du cœur. La paix revenue, Holmes et moi prîmes le chemin de Londres, emportant avec nous la certitude qu'au-delà des ombres, la lumière pouvait toujours percer. Quelques semaines après notre départ de Thornbury, j'étais à Baker Street lorsqu'Holmes reçut une lettre cachetée d'un sceau inhabituel. Il la déchira avec sa rapidité habituelle et lut à voix haute. Cher monsieur Holmes. Bien que vous ayez pacifié Thornbury, je crains que l'histoire ne soit pas tout à fait terminée. Une ombre demeure. Je vous attends à Lower Amesbury. Un ami inquiet. Holmes plissa les yeux. Voilà une invitation intrigante, Watson. Il semble que quelqu'un d'autre ait des choses à révéler. Sans tarder, nous prîmes le train pour Lower Amesbury, ce village isolé où tout avait commencé. À notre arrivée, l'air était chargé d'une atmosphère lourde, presque électrique. Nous fûmes accueillis par une femme d'un certain âge, au regard perçant. « Je m'appelle Agnès Grimshaw », déclara-t-elle. « Je suis la sœur cadette de Matthew. » Holmes la regarda intensément. « Votre frère est dangereux, mais pas le seul à connaître les secrets de notre famille. » Agnès nous conduisit à une maison ancienne, où elle révéla un coffre scellé contenant des documents oubliés. Parmi eux, un journal intime appartenant à Josiah Carradine, écrit juste avant son bannissement. Holmes parcourut le journal. Voici un récit qui pourrait changer notre compréhension de tout ce qui s'est passé. Josiah y parle d'un pacte, d'une malédiction ancestrale qui pèse sur sa lignée. Je levai les yeux, intrigué. Une malédiction ? Agnès confirma. C'est ce que mon frère a toujours cru, et ce qui l'a poussé à la folie. Nous passâmes la nuit à étudier les écrits, qui décrivaient une rivalité ancestrale entre les Carradine et une autre famille influente, les Blackmore. Le pacte, écrit en des termes cryptiques, mentionnait un prix à payer pour la paix, un sacrifice périodique, caché dans l'ombre des villages. Holmes fronça les sourcils. Cette malédiction pourrait expliquer bien des disparitions inexpliquées. Le lendemain, Holmes et moi décidâmes d'enquêter sur la famille Blackmore. Ils habitaient un manoir délabré non loin de là. À notre arrivée, une atmosphère glaciale nous saisit. Nous rencontrâmes Sir Reginald Blackmore, un homme au visage marqué par le temps, mais au regard vif. Sir Reginald nous reçut avec une froideur polie. « Je suis au courant de vos visites à Thornbury, dit-il. Je regrette que vous ayez réveillé des histoires que nous préférerions laisser au passé. » Holmes ne se laissa pas intimider. « Je suis ici pour comprendre, pas pour juger. » La conversation révéla une haine profonde, enracinée dans des événements oubliés. Sir Reginald parla d'une trahison ancienne, d'un serment brisé, et d'un secret que sa famille protège depuis des générations. Nous avons aussi souffert, confia-t-il. Mais la vengeance n'est pas la voie. Alors que nous repartions, Holmes réfléchissait. Watson, cette histoire est plus complexe que nous l'imaginions. Les fantômes de Thornbury ne sont que les témoins d'un conflit plus vaste. Je le regardais, partagé entre fascination et inquiétude.
Et maintenant? Il sourit. Maintenant, nous devons creuser plus profondément. Le manoir Blackmore se dressait sur une colline battue par les vents, ses pierres anciennes semblant porter le poids des secrets qu'elles abritaient. Holmes et moi y retournâmes dès le lendemain, bien décidés à découvrir ce que la famille cherchait à dissimuler. Sir Reginald nous accueillit à nouveau, mais cette fois, avec une lueur d'espoir dans le regard. « Je suis prêt à vous montrer ce que peu ont vu », dit-il en nous conduisant dans une pièce secrète, dissimulée derrière une bibliothèque. La pièce était tapissée de parchemins, de documents jaunis et d'artefacts anciens. Au centre trônait un coffre en bois massif, orné de symboles ésotériques. Sir Reginald ouvrit lentement le coffre, dévoilant un ancien grimoire. Ceci est le journal de notre ancêtre, Edmund Blackmore. Il décrit le pacte conclu avec les Caradines, ainsi que les conditions pour briser la malédiction. Holmes prit le journal avec précaution et commença à le lire. Le texte relatait un rituel ancestral, impliquant un sacrifice de sang et la purification d'un lieu sacré, censé garantir la paix entre les deux familles. Mais le rituel n'a jamais été achevé, expliqua Sir Reginald. Et la malédiction s'est abattue sur nous tous. Holmes réfléchit un instant. Il faut donc retrouver ce lieu sacré et compléter le rituel. Nous étudiâmes les indices dans le grimoire, qui nous conduisirent à une grotte cachée dans la forêt proche. L'entrée était dissimulée par un rideau d'arbustes et un vieux chêne. À l'intérieur, l'air était frais et humide, et des symboles gravés ornaient les murs. Holmes examina attentivement les inscriptions. Ce sont les mêmes runes que sur la pierre du puits à Thornbury. Nous pénétrâmes plus profondément dans la grotte, découvrant un autel de pierre, marqué par le temps. C'est ici que le rituel doit être accompli, déclara Holmes. Nous trouvâmes également un ancien artefact en métal, une sorte de relique, que Holmes prit avec précaution. Il nous faut réunir les descendants des deux familles pour accomplir ce rituel, dit Holmes. Je ne pus m'empêcher de penser à Sarah et à Agnès, ainsi qu'à Sir Reginald. Alors que nous sortions de la grotte, un cri perça l'air. Nous nous retournâmes, mais ne vîmes rien. Le mystère de Thornbury et des Blackmore continuait de s'épaissir. Le vent soufflait plus fort à mesure que nous approchions du village de Thornbury, porteur d'une mission cruciale, réunir les descendants des Caradines et des Blackmore pour achever le rituel oublié. Holmes, toujours précis dans ses démarches, prit contact avec Agnès Grimshaw et Marjorie Amfort, tandis que j'informais Sir Reginald Blackmore de notre plan. Les préparatifs furent délicats. Les vieilles rancunes étaient loin d'être éteintes. Certaines familles restaient méfiantes, prisonnières des haines ancestrales. Mais sous la direction calme et ferme de Holmes, une rencontre fut organisée dans la salle communale, symbolisant un premier pas vers la réconciliation. Agnès, Marjorie, Sir Reginald, Sarah, et plusieurs autres villageois se rassemblèrent autour de la grande table en bois. Holmes exposa clairement le besoin de coopération. Ce n'est pas seulement une question de tradition ou de superstition, expliqua-t-il, mais de la survie morale et spirituelle de Thornbury. Les débats furent vifs. Certains exprimaient des doutes, d'autres des peurs. Agnès prit la parole avec force. Si nous ne faisons pas cela ensemble, nos enfants porteront ce fardeau à leur tour. Marjorie ajouta, les yeux brillants d'émotion. J'ai vu ce que la peur peut faire. Ne laissons pas le passé détruire notre avenir. Finalement, l'accord fut scellé. Le rituel serait accompli, ce soir même, dans la grotte secrète. Alors que la nuit enveloppait Thornbury, nous nous rendîmes tous à la grotte. Les bougies et les torchets éclairaient faiblement le chemin. Le silence régnait, seulement troublé par les battements de cœur de chacun. Holmes commença la cérémonie en récitant les incantations du grimoire. Agnès et Sir Reginald déposèrent ensemble l'artefact sur l'autel. Sarah et Marjorie joignirent leurs mains, symbolisant l'union. Soudain, un souffle puissant traversa la grotte, faisant vaciller les flammes. Une lumière douce émana de l'artefact, enveloppant les présents d'une chaleur réconfortante. Les tensions s'estompèrent, remplacées par un sentiment d'apaisement. Le rituel était accompli. Un nouveau chapitre pouvait s'écrire. Le lendemain matin, Thornbury semblait baigné dans une lumière nouvelle. Le soleil perçait timidement à travers les nuages, comme pour bénir ce renouveau. Les villageois, encore marqués par la cérémonie de la veille, se rassemblaient dans les rues, échangeant regards complices et sourires hésitants. Holmes et moi décidâmes de visiter le puits, devenu le symbole de cette renaissance. À son bord, nous trouvâmes un petit bouquet de fleurs sauvages, posé la part des mains reconnaissantes. Holmes s'accroupit,
effleura la pierre gravée, puis releva les yeux. Thornbury a enfin trouvé son repos, Watson. La peur a été remplacée par l'espoir. Dans les jours qui suivirent, la vie reprit son cours, mais avec une douceur nouvelle. Sarah Helm se rapprocha de sa famille adoptive, plus confiante, tandis qu'Agnès Grimshaw ouvrait sa maison aux visiteurs désireux de comprendre cette histoire. Le village organisa une fête, mêlant traditions anciennes et joie contemporaine. Musique, danse, rires et conversations animées emplissaient l'air. Le passé, bien qu'encore présent, ne pesait plus comme une ombre menaçante. Holmes, toujours attentif, observa la scène avec satisfaction. Le véritable mystère n'était pas la hantise, mais la capacité des hommes à dépasser la peur pour embrasser la vérité. Je souris, pensant à nos nombreuses enquêtes. Alors que le crépuscule tombait, Holmes et moi prîmes le chemin de Baker Street, le cœur léger. Le mystère de Thornbury était résolu, mais d'autres énigmes nous attendaient. Malgré le retour à la paix, une inquiétude persistait en Holmes. De retour à Londres, il passa de longues heures à analyser les documents et témoignages recueillis. Watson, me confia-t-il un soir, je crains que tout ne soit pas terminé. Certaines incohérences subsistent. Je l'observais, intrigué. Par exemple, les disparitions remontent bien avant le pacte des Carradine et des Blackmore, poursuivit-il. Et il y a des indices d'une influence extérieure, peut-être surnaturelle. Décidé à approfondir, Holmes consulta plusieurs experts en folklore et histoire occulte. Nous découvrîmes des récits anciens évoquant une entité mystérieuse, liée aux forêts et aux eaux proches de Thornbury. Cette entité, parfois appelée « le gardien des ombres », semblait veiller sur la région depuis des siècles. Les villageois n'en parlaient qu'à voix basse, effrayés par la malédiction qu'elle pourrait entraîner. Holmes théorisa que la peur de cette créature avait pu nourrir les légendes et les haines. Pour vérifier cette hypothèse, nous décidâmes de retourner à Thornbury, cette fois pour enquêter sur ce gardien des ombres. À notre arrivée, l'accueil fut plus froid, comme si les villageois redoutaient que le passé ne revienne les hanter. Nous visitâmes la forêt voisine, scrutant les lieux où la créature aurait été aperçue. La nuit tombante, des sons étranges résonnaient entre les arbres, et une brume épaisse enveloppait le paysage. Soudain, une silhouette furtive se dessina entre les troncs. Holmes, armé de sa loupe et de son regard perçant, tenta de s'approcher, mais la créature disparut dans l'ombre. Le mystère s'épaississait. Holmes était plus déterminé que jamais à percer ce dernier secret. Dans l'obscurité dense de la forêt de Thornbury, Holmes et moi avancions prudemment, chaque craquement de branche éveillant nos sens. La brume semblait s'épaissir à mesure que nous approchions du cœur du mystère. Holmes tenait fermement une lanterne, son regard scrutant les ombres mouvantes. « Watson, murmura-t-il, nous sommes proches de la source de cette énigme. » Soudain, un grondement sourd résonna, suivi d'un souffle froid. Une silhouette massive émergea de l'ombre, une créature étrange, mi-homme mi-animal, aux yeux luminescents. Je sentis mon pouce accélérer, mais Holmes resta impassible. « Ce que vous voyez n'est pas un monstre, déclara-t-il calmement. C'est un homme déguisé. » La créature recula brusquement, dévoilant un visage humain, marqué par la peur et la folie. « Je suis Thomas Blackmore, s'écria-t-il. Le dernier gardien de notre secret. » Thomas expliqua qu'il avait endossé ce rôle pour protéger le village des véritables menaces, utilisant la peur comme bouclier. Les disparitions, ajouta-t-il, étaient des mises en scène pour éloigner les curieux. Holmes écouta attentivement, puis déclara. « Votre dévouement est louable, mais le mensonge ne peut être la base de la paix. » Après de longues discussions, Thomas accepta de renoncer à ses illusions et de dévoiler la vérité aux villageois. Nous retournâmes à Thornbury, où Thomas fit une confession publique. Le village, bien que choqué, accueillit la révélation avec un mélange de soulagement et de compréhension. La peur recula, remplacée par une volonté renouvelée d'unité. Holmes conclut. Ainsi se termine notre aventure, Watson. Parfois, les fantômes que nous craignons ne sont que les ombres de nos propres peurs. Le village de Thornbury, libéré de ses peurs et de ses illusions, semblait renaître. Les habitants, désormais unis, reconstruisaient peu à peu ce qui avait été fragilisé par des siècles de rancune et de secrets. Holmes et moi étions là, témoins privilégiés de cette transformation. Les jours suivants, Thomas Blackmore s'engagea à aider la communauté, partageant ses connaissances et apaisant les craintes. « Il est temps de bâtir un avenir fondé sur la vérité et la confiance », déclara-t-il lors d'une assemblée.
Holmes, fidèle à son habitude, ne chercha pas les honneurs. Notre travail est de dévoiler la vérité, non de juger, me dit-il un soir à Baker Street, alors que nous revenions à Londres. Je souris, admirant sa sagesse. L'affaire de Thornbury nous avait offert bien plus qu'un simple mystère résolu. Elle nous avait montré la force de la réconciliation et le pouvoir de la lumière sur les ténèbres. Quelques jours plus tard, je consignai les événements dans un carnet, conscient que cette histoire resterait gravée dans ma mémoire. Holmes, toujours absorbé par une nouvelle énigme, me lança. « Watson, prépare-toi, une autre aventure nous attend déjà. » Je me levai, prêt à suivre mon ami dans cette quête sans fin de la vérité.